Pierre Nantel. C'est peut-être pas le Nantel le plus drôle au Québec, mais c'est le plus crédible pour parler de politique. Vous écoutez Pierre Nantel. Oui, parler de politique, parler de culture dans la politique, parler de l'importance de ce qui distingue le Québec de tout le reste du Canada, c'est notre industrie culturelle. On est fiers de parler français, de se divertir en français, d'écouter la télé, le cinéma, la musique en français. Et ça s'est pas bâti comme un champignon en dessous d'une roche, l'affaire-là. Hein? C'était des politiques qui ont fait qu'il y a eu une gestion de l'offre, de la demande culturelle. Et quand moi, je faisais partie de cette industrie culturelle, les radios étaient obligés de jouer du contenu de chez nous. Et les radios étaient heureux et heureuses d'avoir des produits à jouer pour remplir leur quota de musique francophone et d'avoir des vedettes qui débarquaient pour faire des événements, des lancements, faire des in-store, comme on appelait à l'époque. C'était un écosystème qui marchait bien. Et là, on traîne la patte depuis plusieurs années et on est en train de rater le train, tant qu'à moi, parce que il y a beaucoup de gens qui, comme moi, ont une réaction réfractaire à la notion d'influenceur. Ces gens-là, les jeunes aujourd'hui, là, si vous avez un jeune à la maison qui a 16 ans, là, ben lui, là, très peu probable qu'il écoute Sophie Thibault aux nouvelles le soir. Il va chercher ses nouvelles autrement, s'il va en chercher, puis là, c'est mon préjugé qui sort. Mais c'est une autre approche de consommation. Alors, on s'est dit qu'il fallait réagir parce qu'aujourd'hui, il est apparu dans la nouvelle qu'en Australie, le Parlement a adopté une loi qui dit que les moins de 16 ans ne pourront pas avoir de compte sur YouTube. Attention, ils vont pouvoir regarder YouTube, mais ils ne pourront pas avoir leur propre compte en disant, ben salut, bon, voici, c'est moi, j'ai la chaîne YouTube. Vous voyez déjà que je commence à sortir de ma zone familière. Alors, on a des spécialistes pour en parler. Évidemment, Fred Bastien, mais on a aussi quelqu'un qui vient nous voir aujourd'hui, Jérémy Grandmont. Bonjour, Jérémy. Bonjour, bonjour. Merci d'être là. Je sais à quel point vous êtes un personnage que les gens de CUM connaissent parce que vous faites partie de ceux qui ont créé le programme qui enseigne au programme d'influenceurs qui est donné du côté de Québec ou Trois-Rivières? À Trois-Rivières, effectivement. C'est un des programmes. Il y en a aussi un autre qui est à Limoilou, qui va être en septembre, si je ne m'abuse, avec d'autres personnes qui l'ont créé. Mais oui, je fais partie de ceux, je pense, qui veut démocratiser cet accès à ce nouveau milieu, les créations de contenu, le nouveau métier aussi de faire du contenu, absolument, d'influencer. Puis je suis content d'en parler aussi encore une fois avec vous aujourd'hui parce que je trouve ça important. Vous avez totalement raison. C'est que, ultimement, moi, je dis qu'on est en train de rater le train, c'est que la complicité qu'il y avait entre les enjeux créatifs et culturels et les médias que les gens utilisaient pour aller écouter le contenu. Oui, on pouvait acheter des disques en vinyle, on pouvait acheter des CD, mais il y avait une collaboration. Est-ce que c'est pas quelque chose? Je pense que certains pays l'ont beaucoup mieux fait. Je pense entre autres à la K-pop qui sont investis dans l'industrialisation des nouvelles technologies au profit d'une culture qui se démarque. Est-ce que c'est pas quelque chose qu'on devrait s'en réjouir de s'investir dans ça? C'est fort intéressant. Moi, sans être un spécialiste de la Corée, carrément, là, je sais que c'est des investissements colossaux pour le faire, mais aussi, il y a quelque chose d'un peu différent quand on pense à la création numérique, parce que la K-pop, ça reste un peu, on pourrait dire, une pensée traditionnelle où c'est un groupe de personnes en veston-cravate qui décident, OK, toi, tu vas être la prochaine vedette, toi, tu vas être la prochaine, on te forme, on te choisit, puis on réussit. Alors que la création numérique, c'est, OK, je me filme, puis tranquillement, je crée une communauté autour de moi, puis tant que mon audience grandit, là, on peut tranquillement me prendre au sérieux institutionnellement parlant. Là où tu mets le doigt sur quelque chose, par exemple, c'est la collaboration, les institutions médiatiques puis ces nouveaux créateurs numériques-là. Oui. Mais on voit qu'ils sont en train de se professionnaliser de plus en plus, puis il y a des associations, puis tu sais, il y a, je pense, une inévitable fusion qui va se faire là, dans notre culture québécoise envers les créateurs web et les créateurs qu'on pourrait dire traditionnels. Mais là le sujet d'aujourd'hui, par exemple, c'est YouTube qui sera banni en Australie, un peu comme les autres médias sociaux. L'Australie a promis d'empêcher les jeunes de moins de 16 ans d'accéder à TikTok, à Instagram, à Snapchat, etc. Et là, on ajoute à cette liste-là YouTube, qui était initialement pas sur la liste. Là. Ça, c'est la nouveauté. Là. Donc, je suis curieux de t'entendre là-dessus. Jay, moi, j'ai mes propres opinions, mais je suis curieux de t'entendre. C'est lui l'invité. Là. C'est ça. Mais en fait, moi, je veux dire, quand j'ai vu la nouvelle aussi, j'étais quand même, pas surpris, mais je veux dire quand même aussi... je sais pas, je me questionnais beaucoup si c'était la bonne solution à faire, en fait, parce que, ben oui, c'est sûr que les réseaux sociaux, ça porte quand même préjudice des fois, selon les algorithmes. Les jeunes, des fois, sont confrontés à ça. C'est pas toujours positif, il y a beaucoup de négatifs, mais je pense que la solution... Comme partout dans les médias, bien sûr. Non? Effectivement, mais des fois, le négatif peut être grave aussi envers les jeunes parce que c'est quand même quelque chose qui... On apprend à se développer quand on est jeune aussi, notre cerveau n'est pas tout à fait développé, puis quand on écoute des vidéos, on tombe dans un algorithme qui nous connaît parfois mieux que nous-mêmes. Même à 30 ans, aujourd'hui, mon algorithme me connaît bien, puis je suis comme, mon Dieu, il faut que j'arrête d'être sur TikTok pendant aussi longtemps et tout ça. Okay. Mais mon point étant... C'est vrai que ça, c'est un des points que moi-même, je ne voyais pas parce que j'essaie de me forcer et de voir
comme un mode d'expression. C'est-à-dire qu'un jeune de 16 ans qui, je sais pas moi, qui crée son propre compte YouTube, il éprouve le besoin de partager quelque chose, créer du contenu, puis de partager des trucs. Ultimement, c'est quelque part comme un mélange entre du court-métrage puis de la ligne ouverte, je sais pas. Mais il y a plusieurs choses qui est intéressant sur YouTube. Qui ont fêté d'ailleurs leurs 20 ans il n'y a pas si longtemps que ça, en février dernier 2025. C'est une plateforme que j'ai l'impression qu'il y a une recrudescence, une croissance renouvelée en ce moment parce qu'on peut trouver de tout. On peut trouver autant des gens qui vont mettre des DJ sets de musique, qui vont faire de la musique, des gens qui vont faire des vidéos de cuisine, des jeunes qui vont se filmer en train de jouer aux jeux vidéo. Il y a plein de choses. De l'éducation, de la pédagogie, des réflexions économiques. C'est ça qui était initialement prévu dans la réflexion des Australiens en permettant YouTube encore aux jeunes. Ils se disaient, il y a du contenu long, il y a du contenu éducatif. Là c'est mon analyse personnelle, mon hypothèse. Je l'ai partagée aussi à Marc Boilard tout à l'heure. Je pense que dans les derniers mois, dans la dernière année, YouTube a un peu changé. Justement, il y a beaucoup plus les YouTube Shorts, ces fameux contenus éphémères, courts, qui ressemblent un peu à TikTok, qui ressemblent un peu à Instagram et qui, selon moi, sont beaucoup plus susceptibles de créer des effets négatifs auprès des jeunes. T'sais, récemment, je relevais une étude, là, 163 pays, 2 millions de personnes. On parlait des jeunes de 13 ans et moins, donc c'est pas 16. Donc déjà là, il y a une autre question à réfléchir. Mais ça disait que quand les jeunes de 13 ans et moins, à chaque année, plus tôt qu'ils avaient obtenu un téléphone intelligent, plus leur prévalence de santé mentale négative était là, plus on avait une sensation d'isolement, plus on avait parfois des pensées suicidaires, parfois des pensées dépressives. Donc là, tu te dis, hey, c'est quand même 2 millions de personnes dans 163 pays. Tu sais, l'Internet a tellement évolué vite. On parle de 2005, qui est le début de YouTube. Moi, j'avais 16 ans. Tu sais. Donc, c'est comme si en Australie, on essaie de permettre une jeunesse à ces jeunes-là. Puis aussi, YouTube, en 2005, c'était pas le YouTube d'aujourd'hui. Là, c'était justement... Tout était à construire. Donc, justement, le format long, le côté expressif, le côté créatif était beaucoup mis de l'avant par défaut parce que tout était à bâtir. Puis ce côté-là existe encore. Là. Surtout au Québec, il y a des gens extraordinairement créatifs qui font du contenu de qualité, du contenu pédagogue, du contenu où on peut apprendre, que les jeunes bénéficieraient à voir. Mais le fait que ce contenu court-là est maintenant partout sur la plateforme, selon moi, c'est beaucoup plus addictif. On s'expose davantage au côté négatif. Puis pour les jeunes qui vont réussir à s'en servir comme méthode d'expression, il y en a beaucoup qui vont peut-être devenir, moi le premier, là, un peu dépendant de ces algorithmes-là puis de ces méthodes de consommer le contenu-là. Donc, c'est tellement un débat nuancé. Puis je suis reconnaissant que l'Australie fasse un espèce de laboratoire avec ça pour voir à quoi ça va ressembler vraiment si ça fonctionne. Là. Mais il y a aussi un aspect intéressant, puis je pense que tu vas être d'accord avec moi là-dessus, Fred. Là, le YouTube en tant que tel, écouter une vidéo, parce qu'il faut comprendre qu'ils vont pouvoir quand même écouter des vidéos via un compte de YouTube connecté à la télévision, peu importe. Mais c'est l'aspect aussi des commentaires qui était comme quand même dans un gros des enjeux de cet article-là, de cette nouvelle-là, parce que l'algorithme, je veux dire, les commentaires font partie intégrante de la culture du web. Les gens vont commenter des vidéos, interagir. Je veux dire, moi, le premier, je vais dire, aller commenter des vidéos des gens positivement pour les encourager, puis ça favorise le réseau social. YouTube se considérait comme pas, je pense que aux dernières nouvelles, comme étant un réseau social, force d'admettre que c'est n'est un, c'est sûr. Les gens interagissent là-dessus. Mais c'est ça qui, quand même, est dangereux. Avez-vous l'impression, messieurs, que le législateur... Le gouvernement, les agences, le CRTC, les gouvernements de tous les pays, ils sont en retard. Complètement. La technologie et l'utilisation de ces technologies est bien en avance sur le cadre législatif. On peut donner un exemple très, très, très canadien, là, très d'ici. Là, le C11, là, au début, là, il était vraiment question de vidéos de choc. On entendait les débats des politiciens autour de ça. Attendez, c'est une économie, c'est des centaines de créateurs, c'est des gens qui consomment ce contenu-là. C'est une nouvelle manière d'être québécois, d'être canadien. Donc ça, initialement, ça avait été quand même occulté là, par les réflexions initiales. C'est plus que l'économie, c'est aussi la culture. Mais effectivement... Tantôt, on parlait de ça clique, du fameux problème. Le problème, c'est que dans les gouvernements, il n'y a personne qui vraiment comprend bien ces enjeux-là. Donc, il faut trouver un moyen pour la fonction publique et les élus de s'ouvrir à ces nouvelles réalités-là, mais en permettant à des gens qui ne leur ressemblent pas, qui viennent d'une autre méthode, mais de les conseiller et de les épauler dans ces changements-là. Puis le problème aussi, c'est que c'est facile de faire du tout ou rien, mais comme je l'ai dit, c'est nuancé. YouTube peut être très bon, mais peut aussi parfois être néfaste auprès des jeunes, donc c'est compliqué. Puis, tu sais, je rebondirais là-dessus en disant justement qu'il y a beaucoup de recherches qui se fait aussi, puis au Québec, il y a la Fondation Le Ciel avec Emmanuel Parent, Alexandre Champagne aussi, que vous connaissez sûrement, qui ont fait de la recherche. Emmanuel Parent, qui est doctorante en communication, si je ne m'abuse, puis qui a écrit un livre aussi qui s'appelle Texter, publier, scroller, reprendre le terme anglais, scroller, mais qui est allé à la rencontre des jeunes. Puis je pense que c'est là la solution, moi aussi, c'est d'aller écouter les jeunes, aller à leur rencontre dans les écoles secondaires, de mieux comprendre
sais, tu disais, tu avais 16 ans en 2005, moi j'avais 11 ans. Je veux dire, oui, notre jeunesse était différente, mais aujourd'hui, leur jeunesse, elle est comme ça. Je pense qu'on aurait avantage à les écouter davantage. Mais moi, mon réflexe, en tout cas, c'est de me dire, il faudrait faire une espèce de sommet très public sur comment c'est ça la nouvelle réalité, puis que le public plus âgé, les politiciens qui sont déjà en place, il va falloir qu'on en crée une relève, des gens qui vont comprendre ces enjeux-là, puis à quel point c'est important, il y a une exposition de la jeunesse dans tous les pays, partout au monde à ça, que nous, si on veut s'assurer qu'il y a le moins de toxicité possible, parce que les algorithmes, c'est de toute évidence, même vous voyez bien que les algorithmes vous connaissent beaucoup puis ça vous préoccupe quand même. Oui. Puis aussi, quand tu reviens à la base, le but de l'algorithme, c'est pas nécessairement d'être méchant, c'est de te présenter du contenu qui t'intéresse. Dans la mort de contenu qui est là, il y a une utilité à dire ça tu vas trouver ça stimulant. Quand ça me sort des vidéos d'investissement puis des vidéos de réflexion sur le marché financier puis ensuite des vidéos d'humour, il me connaît puis il réussit à bien cibler mes besoins. Le problème, c'est que dans les parties prenantes, il y a les jeunes qui consomment ces contenus-là et qui socialisent vraiment en ligne. Donc, il y a un aspect positif à ce niveau-là. Il y a les créateurs en question qui en vivent et qui créent de la culture avec ça. Il y a aussi les lobbyistes des compagnies sur lesquelles ce contenu-là est, qui sont américains, qui sont chinois, qui ont leur propre agenda aussi. Donc, c'est très difficile, là, même en tant que personne bienveillante de bonne foi, de réussir à naviguer dans tout ça en se disant... Qu'est-ce qu'on fait, les gars? Honnêtement, cherchons une solution. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais qu'on ne s'invente pas magiquement comme ça, mais... je pense que la solution, on est en train de la trouver en ce moment en discutant. Je pense que la première partie d'une solution, quand on a quelque chose qu'on connaît plus ou moins, ça reste quand même que je regardais ça, YouTube a 20 ans aujourd'hui, c'est pas long quand même, là, je veux dire, en termes de durée de vie d'un produit ou d'un service, je veux dire, on va en connaître davantage dans les prochaines années, bien évidemment. On aurait avantage à plus discuter, s'écouter, la solution part de là, mais je tiens à dire aussi, c'est parce qu'il faut comprendre aussi pourquoi les jeunes vont autant sur YouTube, pourquoi YouTube est si populaire. Faut comprendre, je pense, la raison de ça pour pouvoir peut-être trouver une solution qui est adaptée. Est-ce que vous êtes capable de me dire en quelques mots, parce qu'il faut qu'on sorte, en quelques mots, pourquoi les gens choisissent YouTube en particulier? Simplement parce que l'offre est meilleure, est plus personnalisée, est plus affordante. Donc, c'est l'algorithme. Oui, mais aussi le contenu, puis aussi le fait que, tu sais, avant, on va juste aller dans l'extrême, avant, il y avait 5 posts. Maintenant, il y en a 1 million. Donc, c'est sûr qu'il va être plus personnalisé. À ta question, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je m'en remets beaucoup aux professeurs et aux parents. Ce qu'il faut faire, idéalement, c'est de créer l'esprit critique de ces jeunes-là envers ces technologies-là. Puis je pense qu'on doit s'inspirer des meilleures pratiques en santé publique sur ce qui a un lien avec les dépendances, les trucs que les adolescents ne connaissent pas. Quand on est adolescent, on est invincible, on n'a jamais subi... Aussi, exact, on n'a jamais subi de dépendance, on ne sait pas c'est quoi, mais il faut trouver le moyen de vulgariser ça aux jeunes pour leur donner un système immunitaire, parce que oui, ils doivent interagir avec Internet. J'aime le parallèle, puis je pense que j'aimerais aussi ajouter le fait d'être un bon citoyen numérique. Au final, c'est un terme qu'on commence à découvrir, mais d'avoir vraiment une formation. Est-ce que ça pourrait commencer à la petite enfance, alors qu'il y aurait, par exemple, l'équivalent de passe-partout pour que les parents, vous initiez votre jeune à cette réalité-là, puis alliez avec lui au début, puis quand il aura 11 ans, vous le laissez partir. Puis déjà là, il faut sélectionner. Là, puis il y a plein de parents qui font absolument ce qu'ils peuvent, mais moi, je vois aussi que les parents qui installent leur enfant devant YouTube, ensuite, c'est très difficile de les intéresser à passe-partout, parce que YouTube, c'est surstimulant pour les jeunes. Donc, il faut partir jeune, mais aussi les outiller. Mais tu comprends mon parallèle à passe-partout, étant que il y a un programme qui dit aux parents, voici comment commencer, comment amener votre enfant à apprendre à nager dans le contenu. Puis éventuellement, là, au bout de 3 ans, c'est clair, vous le laissez tout seul. Il est capable de naviguer seul. C'est une option potentielle. Mais moi, je pense que peut-être que oui. Moi, je pense qu'on aurait avantage aussi à plus collaborer. Je pense que je répète souvent la collaboration, mais tu sais, on se parlait tantôt du CRTC, tout ça, les institutions est-ce qu'ils sont en retard, tout ça. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de trucs à rattraper. Oui, mais il faut collaborer. Je pense que les créateurs de contenu qui sont sur ces plateformes-là ont des connaissances importantes, nécessaires. Et si on fait équipe ensemble, ça pourrait donner des belles choses pour nos jeunes. Jérémy Grandmont, Fred Bastien, vraiment, je pense qu'on a été privilégiés de vous entendre tous les deux là-dessus, sur ce sujet-là. Puis s'il s'agit de l'avenir de nos jeunes, de leur divertissement qui leur appartient, puis du fossé qui nous sépare très souvent de ces jeunes-là, parce qu'on n'a pas connu, on n'a pas la même familiarité avec ces technologies-là. Jérémy Grandmont, créateur numérique et surtout partie prenante à la formation du côté de Trois-Rivières. Merci beaucoup d'être là. Fred Bastien, comme toujours, salut. Merci.